Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. La France, ça va pas très bien en ce moment. Parce que vendredi dernier, l'agence Fitch a dégradé la note qu'elle attribue à la France de AA à AA+. Alors moi, quand j'ai vu ça, écoutez, j'ai plus mangé, j'ai plus bu, j'ai plus dormi. Comment j'étais AA et maintenant je suis AA+. AA-, pardon. Non, AA-, qu'est-ce que je raconte? AA+, j'aurais été heureux. J'aurais goinfré, pas du tout. Voilà. Baisse de la note de crédit française. Bon, pas de conséquences immédiates, paraît-il, mais enfin, attention, agence de notation. On va en parler avec Charles-Henri Gallois. Bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour. Vous êtes président Génération Frexit, on vous a déjà reçu avec plaisir, auteur du livre Les illusions économiques de l'Union européenne. Mais alors dites-moi, ça signifie quoi? D'abord, rappelons très rapidement ce qu'est une agence de notation, notamment Fitch, il y a évidemment SP, Standard & Poor's, Moody's et autres. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle évalue très exactement dans les pays auxquels elle s'adresse? Alors, elle évalue la solidité en fait de titres financiers, en l'occurrence, pour ce qui est de l'État français, elle évalue la solidité de la dette d'État française. D'accord. Et si on se rappelle, il y a 10 ans, on était AAA, on était passé AA+, AA, et désormais, depuis vendredi, par l'agence de notation Fitch, nous sommes passés à AA-. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. J'ai vu d'ailleurs les macronistes dire que ce serait de la faute de la CGT. J'ai vu le soi-disant de la faute au Covid et à la CGT. Hein, voilà, c'est ça. Exactement. J'ai vu le soi-disant économiste Nicolas Bouzou qui nous expliquait que la France irait très bien, ou même que Bruno Le Maire, que ce serait limite un complot, que tout va très bien, mais ce serait de la faute de la CGT et de la faute des manifestations. Alors je suis pas là pour défendre la CGT, mais en fait j'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas lu exactement la note de Fitch qui explique très clairement les différents facteurs qui expliquent pourquoi la note française est dégradée. Alors allons-y, Charles-Henri Gallois. Alors définissons en quoi la note française est déclarée, enfin a été diminuée, et quels sont les facteurs? Alors, il y en a plusieurs, il y en a au moins 3. Le premier, c'est que la croissance annoncée par le gouvernement, 1,3 cette année, 1% l'année prochaine, eh bien Fitch n'y croit pas, ils estiment que ça va être 0,8% cette année et 1% l'année prochaine, donc des perspectives de croissance qui sont moindres. Mais surtout, rappelez-vous, on nous avait expliqué qu'il fallait faire la réforme des retraites justement pour plaire au marché financier, pour ne pas baisser la note française. Moi, j'expliquais que c'était pas vrai, tout simplement parce que le gain supposé de la réforme des retraites, c'est environ 10 milliards d'euros par an, et ça, c'est une goutte d'eau par rapport à la gabegie qui a eu lieu sous la Macronie. Je rappelle quand même, hein, pour reprendre les termes de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans son dernier roman, la Macronie, et Bruno Le Maire en particulier, a dilaté les finances publiques françaises comme jamais. C'est plus 600 milliards d'euros de dette. Donc vous voyez bien que là-dedans, le trou créé... Et 3 000 milliards d'euros de dette, de 3 000 milliards d'euros. Milliards de dette publique. De dette publique, et Fitch explique là-dedans que l'endettement français était le plus élevé, en fait, des pays qui étaient notés AA. Donc c'est pour ça qu'il était normal, en réalité, de dégrader la note, et la dépense publique française a été énorme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils expliquent au sein de la dépense française. Il y a notamment 2 éléments qui devraient mettre la puce à l'oreille. Il y a évidemment la dette d'EDF qui est énorme du fait du marché de l'Union européenne de l'électricité, de l'AREN qui a mis EDF dans une panade énorme, et l'État maintenant a dû mettre la main à la poche et doit mettre l'État à la poche. Ça coûte beaucoup d'argent, et Fitch le met très clairement. Et il y a un autre point qui est mis en avant, j'en ai parlé d'ailleurs sur les antennes de Sud Radio, c'est la stupidité énorme d'avoir continué à émettre des emprunts indexés sur l'inflation, notamment à partir de 2015, alors que précisément la politique monétaire de la BCE à partir de 2015 visait à relancer l'inflation. Charles-Henri Gallois, qui était le ministre de l'économie... Attendez, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Charles Gallois, est-ce que vous m'entendez? Oui, je voulais savoir. Oui, je vous entends. Quel est à l'époque le ministre, c'était sous donc 2015, c'était François Hollande président, qui était le ministre qui a... Et ministre de l'économie? Oui. C'était déjà Emmanuel Macron ou encore Arnaud Montebourg? C'était Emmanuel Macron.
D'accord. C'est pour exemple, en fait, c'était Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est ministre de l'économie depuis 2014. Et ensuite, vous avez le fameux génie de l'économie, Bruno Le Maire, à partir du moment où Emmanuel Macron est devenu président de la République. Absolument. Et il faut quand même savoir qu'en 2019-2020, la France empruntait à taux fixe, à des taux négatifs ou nuls. Et ils ont continué à émettre des emprunts indexés sur l'inflation, ce qui n'a absolument aucun sens d'un point de vue financier. Et ce coût-là, par exemple, pour l'année 2022, c'était 16 milliards d'euros. C'est absolument énorme, surtout si on compare ça à la maigre économie à horizon 2030 de la réforme des retraites qui a mis la France sans dessus-dessous. Donc d'expliquer que ça serait de la faute de la CGT, que ce serait de la faute des manifestations, non, c'est de la faute d'une gestion des finances publiques qui est catastrophique. Quand je parlais du marché de l'Union européenne de l'électricité, le bouclier tarifaire, ça coûte 45 milliards d'euros. Mais en fait, on subventionne ce marché-là, alors que la France produit l'électricité qui est la moins chère au monde. Et donc on paye 45 milliards d'euros par dogmatisme européen plutôt que de sortir du marché de l'Union européenne de l'électricité, on préfère faire des chèques. Et tout ceci, ça a un coût, et c'est ce que Fitch notamment a pris en compte dans la notation. Alors, dites-moi, Charles-Henri Gallois, je ne sais, vous n'avez pas votre haut-parleur sur le téléphone parce que de temps en temps, on vous entend un tout petit peu en réverbération. Mais ça va, on vous entend. Mais je voulais savoir, par rapport à ça, est-ce que comment dire, l'Espagne et le Portugal, faisant partie de l'Union européenne comme nous, comme la France, sont sortis du marché européen de l'électricité? Et comment il se fait que nous n'en sommes pas sortis? Alors, on ne l'a pas fait, encore une fois, par dogmatisme pro-européen. Il n'y a pas plus pro-Union européenne que Emmanuel Macron. Mais en fait, en réalité, ils ne sont pas vraiment sortis. C'est quelque chose de plus subtil qui a été fait, c'est-à-dire qu'eux, ils subventionnent directement le prix du gaz. Comme vous savez que le prix de l'électricité, dans le cadre de ce marché, est indexé sur du gaz. Le prix du gaz, ça fait baisser mécaniquement le prix de l'électricité. Et la différence par rapport au bouclier tarifaire, c'est que comme ils font baisser le prix de gros de l'électricité, ça le fait baisser à la fois pour les entreprises et pour les particuliers, alors que le bouclier tarifaire, on paye très cher, ça touche uniquement les particuliers. Vous savez que les entreprises payent un fric de dingue là-dessus, et vous avez notamment des boulangers qui font faillite et d'autres, parce que le prix de l'électricité, le prix de gros en France, est à des niveaux exorbitants. Ouais. Et alors, ce qui est extraordinaire, vous le disiez un peu plus tôt, c'est qu'on a effectivement présenté cette réforme des retraites en disant il fallait la faire. D'ailleurs, le président Macron l'a dit lui-même. Il fallait la faire. En fait, c'était surtout au-delà des 62 et 64 ans, parce que justement, les agences de notation et les investisseurs, surtout les investisseurs étrangers, eh bien, il fallait rassurer les investisseurs étrangers. Et comme par hasard, effectivement, Fitch baisse de AA à A-. Alors, c'est pas encore la panique, c'est pas les investisseurs ne vont pas quitter et reprendre leur magot, mais c'est quand même très significatif, ça, je dirais, de l'écart avec la réalité, enfin de la déconnexion. Moi, j'expliquais depuis le début, de toute façon, que c'était un faux débat, l'histoire des marchés financiers. Ouais. Ah, on vous entend très mal, là. On vous entend très mal. Attendez, Charles-Henri Gallois, on vous entend très mal, là. Il y a un problème d'édition. On va essayer de vous... Attendez, on va essayer de vous retrouver. Oui, allez-y. Oui, non, j'expliquais que moi, depuis le début, cette histoire des marchés financiers, c'était une vaste blague, parce que, pour la simple et bonne raison que les marchés financiers vont regarder la dépense publique dans la globalité. Fitch, dans sa note, explique très clairement d'ailleurs que le déficit public français, pareil, est le plus important de tous les pays notés AA. Et ça, c'est pas lié, c'est pas la réforme des retraites qui va changer ça. La réalité, pourquoi elle a lieu, cette réforme des retraites, et je l'ai dit depuis le début, évidemment, je le maintiens, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, toute preuve à l'appui, qui explique que cette réforme des retraites est exigée par l'Union européenne, notamment en contrepartie du fameux plan de relance de l'UE. Et la vraie pression est du côté de l'Union européenne. Les marchés financiers, 10 milliards d'économies, quand vous avez un déficit public qui est de plus de 150 milliards, c'est une goutte d'eau. Le problème n'est pas là. On pourrait trouver des économies ailleurs, que ce soit sur évidemment la stupidité de l'émission de la dette publique indexée sur l'inflation, que ce soit également sur ce fameux bouclier tarifaire. Enfin, évidemment, toutes les dépenses qui ont eu lieu pendant le Covid, au début, quand on savait pas trop, on peut comprendre qu'il y ait de la prudence, mais au bout d'un moment, il faut savoir l'argent, c'est 200 milliards qui ont été déversés, c'est un argent absolument énorme, et là aussi, il y avait des économies à faire.
le problème, c'est pas la réforme des retraites. Je veux dire, on peut trouver des économies par ailleurs. On peut d'ailleurs, même si on veut boucler et boucher le léger déficit de régime des retraites, il y a d'autres réformes à faire que celle-ci, des réformes beaucoup plus justes. Donc le problème est plus global. C'est un problème de gestion calamiteuse des finances publiques. On nous avait vendu, encore une fois, Emmanuel Macron comme le Mozart de la finance. Oui. En réalité, c'est le Beethoven de la dette. Il y a aucun président qui a augmenté la dette publique comme il l'a fait. Mais alors, Charles-Henri Gallois, pourquoi l'Union européenne aurait-elle exigé que l'on appuie sur la dette, que l'État français appuie sur la réforme des retraites ? Pourquoi ça a été ça qui a été choisi, et ça a été avec les résultats que l'on sait jusqu'à aujourd'hui, le 1er mai, où des millions de gens défilent encore contre la réforme de retraite, même si la loi a été promulguée? Alors, c'est très simple. Pourquoi c'est le même tarif pour tous les pays? Parce que dans le cadre du plan de relance de l'Union européenne, la Commission européenne et les pays du Nord avaient demandé des contreparties, en fait, à l'obtention des fonds. Entre parenthèses, là-dessus, c'est une arnaque gigantesque pour la France. On va payer 103 milliards d'euros pour en récupérer 37. Donc, c'est 66 milliards de pertes pour en plus devoir faire une réforme des retraites. Mais en fait, chaque pays devait appliquer pour obtenir les fonds les recommandations émises par la Commission européenne en 2019 et 2020. Or, dans les recommandations 2019 de la Commission européenne, pour la France, vous aviez la réforme des retraites, mais vous aviez d'ailleurs la même chose en Belgique et la même chose en Espagne. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en France, on essaye de nous dire que ce soit des médias ou les politiques, que l'Union européenne n'aura rien à voir là-dedans, mais en Espagne et en Belgique, c'est assumé dans les titres des médias. Vous avez partout, pour obtenir les fonds du plan de relance de l'Union européenne, la Belgique doit faire une réforme des retraites, l'Espagne doit faire une réforme des retraites. En France, on fait comme si l'Union européenne n'existait pas, en fait, que ça disparaissait et que ce serait Emmanuel Macron tout seul qui pourrait faire cette réforme. Mais la réalité, c'est pas celle-là. Et je l'avais dit d'ailleurs, c'est la campagne présidentielle et avant l'élection d'Emmanuel Macron, que s'il était élu, de par les nécessités et de par les exigences de l'Union européenne, vous auriez une réforme des retraites. Et c'est pour ça, quelque part, c'est assez amusant de voir des personnes qui ont appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour maintenant s'indigner de cette réforme des retraites. Il fallait être conséquent, et pour ma part, j'avais appelé évidemment à faire barrage à Emmanuel Macron, parce que je considérais, et je continue de le penser évidemment, que c'était le danger principal pour la France, c'était Emmanuel Macron, et on le voit avec cette réforme des retraites qui est à la fois injuste et très mauvaise. Ouais. En tout cas, les répercussions se font encore sentir, et notamment aujourd'hui, et probablement demain. Alors, je ne dirai pas quelles sont vos dilections et votre préférence, puisque vous êtes président Génération Frexit. En tout cas, vous annoncez la couleur sans aucun problème. Mais à votre avis, aujourd'hui, comment vous avez ressenti le fait que quand Emmanuel Macron est allé en Chine, il a emmené avec lui, j'allais dire dans ses bagages, mais ne soyons pas irrespectueux, Ursula von der Leyen? Il avait effectivement sa babysitter. Et c'est dramatique d'un point de vue d'image internationale pour la France. C'est-à-dire que toutes les grandes puissances de ce monde ont intégré que la France n'existait plus et que c'était l'Union européenne qui prenait les décisions à sa place. Je veux dire, quand le Premier ministre allemand, Olaf Scholz, est allé en Chine, il n'a pas ramené avec lui Ursula von der Leyen. C'est absolument dingue d'avoir fait ça. Je pense qu'Emmanuel Macron, par une sorte de défaut narcissique, a dû se dire ça va faire bien, ça montre justement que l'Union européenne est avec moi. Mais pour toutes les chancelleries à travers le monde, ça acte la fin de l'indépendance de la diplomatie française, et c'était assez pathétique de le voir à chaque fois flanqué d'Ursula von der Leyen. Et d'ailleurs, vous avez vu que, contrairement à beaucoup d'effets d'annonce, Emmanuel Macron n'a pas été reçu en grande pompe en Chine, et on n'a quasiment rien obtenu de ce qu'il voulait. La Chine fait ses négociations pour ce qui est de l'Ukraine de son côté, sans tenir compte des desiderata de la France et bien évidemment d'Emmanuel Macron. Sans parler de ce qu'elle fait avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, etc., etc. Et on a vu qu'Ursula von der Leyen est rentrée de Chine comme une simple touriste et sans aucun apparat diplomatique. Oui, la Chine a bien montré ce qu'elle pensait, elle, de l'Union européenne, qu'elle ne le considérait pas comme une nation, un interlocuteur, donc elle l'a relégué au rang qui devrait être le sien. Il y avait vraiment qu'Emmanuel Macron qui voulait mettre l'Union européenne en avant, mais c'est quand même assez symptomatique, parce que vous savez que derrière ça, il y a des sujets très sérieux. Je parlais des babysitters, mais il y a des sujets très sérieux, parce que
on en parlait entre autres dans le fameux traité d'Aix-la-Chapelle et autres, il y a des velléités côté allemand d'utiliser le siège au Conseil de sécurité de la France comme un siège de l'Union européenne, ou même on peut aller plus loin, d'utiliser l'arme de dissuasion nucléaire française, qui est le sacro-saint normalement de notre souveraineté, d'européaniser tout ça, ce qui acterait définitivement la fin de la France comme une grande puissance indépendante, ce que Charles de Gaulle avait obtenu de main de maître. Et puis il avait quitté l'OTAN, aussi, on sait, et qu'il a fait rentrer. Mais Charles-Henri Gallois, dernière question quand même. Là, est-ce que vous n'êtes pas un peu utopique et vous ne croyez pas que vous faites un peu exercice de naïveté en parlant Frexit? On a l'impression qu'en France, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Hein. En tout cas, pour le moment, on parle de temps en temps de Frexit, certains en parlent effectivement, comme Asselineau et d'autres, mais on n'a pas l'impression que c'est ça qui fait vibrer les foules, c'est le moins que l'on puisse dire. Le Frexit n'est pas une fin en soi. En fait, moi, je martèle pas Frexit pour le plaisir. Le Frexit n'est qu'un moyen. La question, c'est est-ce qu'on veut que la France se réindustrialise? Est-ce qu'on veut que la France récupère sa souveraineté? Le Frexit, là-dedans, n'est qu'un moyen. D'ailleurs, la souveraineté, ça va au-delà même du Frexit. Ce n'est qu'une étape. C'est comment on réindustrialise, comment on remonte à un système de santé qui tient la route, comment on obtient une France qui soit indépendante d'un point de vue de la défense, d'un point de vue numérique, d'un point de vue évidemment de l'énergie. Quand on voit la catastrophe de la gestion de l'énergie par l'Union européenne, la question, c'est comment la France peut être à nouveau indépendante, industrielle, et donc recréer de l'emploi. Et le Frexit, là-dedans, n'est qu'un moyen. Sans parler, vous avez raison, sans parler des achats avec Pfizer, hein, et du secret des SMS encore entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Sur la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que l'Union européenne fait des coups d'État permanents et s'arroge des pouvoirs qu'elle n'a même pas dans les traités. Et ça passe et ça va toujours plus loin, et ça va toujours plus loin dans le sens de l'arrêt et de la fin des nations, pour un super État Union européenne qui n'a aucune légitimité démocratique et qui décide en dehors et contre les peuples. Mais Charles-Henri Gallois, est-ce que c'est encore possible? Alors, réindustrialisation, souveraineté, très franchement et lucidement aujourd'hui, c'est encore possible pour la France? Mais la France pourrait le faire, je veux dire, en relançant notamment l'industrie nucléaire qui devrait être normalement notre fer de lance, c'est-à-dire que la France jouit d'une électricité, d'une énergie bon marché grâce au nucléaire. Ça doit permettre de pouvoir réindustrialiser, mais ça suffit pas. Il faut une monnaie qui soit adaptée à la réalité économique du pays. Il faut évidemment pouvoir mettre des barrières douanières, parce qu'on peut pas mettre en concurrence les salariés français payés au SMIC avec des pays payés au lance-pierre. On parle de l'Ukraine, c'est à 100 € par mois, ou même des pays comme la Chine. Évidemment que dans un cadre d'un libre-échange total comme c'est celui de l'Union européenne, vous ne serez jamais assez compétitif pour des pays où les salariés sont payés au lance-pierre. C'est la même chose avec la concurrence déloyale, d'ailleurs, d'un point de vue immigration, pour jouer à la baisse sur les salaires. Il faut revoir tout ce cadre-là, et ce cadre-là ne peut être différent, et la réindustrialisation ne peut marcher que si on sort du dogme de l'Union européenne. Et je pense que c'est pour ça que si on va au fond des choses, réindustrialisation, politique migratoire, énergie, la question d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne devra inévitablement se poser, quel que soit le parti qui veut le mettre en place. Sinon, en fait, vous allez faire comme Mélanie en Italie ou d'autres, ou Tsipras en Grèce, c'est-à-dire que vous allez faire de la communication, mais concrètement, vous ne pourrez pas mettre en œuvre votre politique. On voit que dès qu'on veut faire une politique un tant soit peu ambitieuse, ça implique une rupture avec l'Union européenne, et donc il faut y aller. Pourquoi pas dire qu'on va renégocier, même si je n'y crois pas, mais il faut que ça aboutisse par un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne si on veut que la France reprenne le contrôle. Et on revient à la politique, et on revient, vaste programme, et on revient aux engagements politiques et aux choix politiques. Écoutez, ça va être très intéressant à suivre. En tout cas, merci Charles-Henri Gallois pour vos éclaircissements. Nous allons suivre tout ça, et surtout, qui votera verra. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors, est-ce que ça va? Bah, écoutez, on verra ce soir combien de manifestants, comment, etc. Les syndicats, l'intersyndicale, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner quelque chose où ça va être comme d'habitude, les défilés, et puis le résultat, eh bien, écoutez, on vaincra, chacun vaincra ses occupations. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous savez comment on l'a senti? Évidemment, à la Coupe de France, évidemment au Stade de France, parce que
On a dit d'un côté, oui, bide total des syndicats à propos des cartons rouges, des sifflets, etc., des pas de casserole. Et évidemment, il n'y avait pas de casserole, mais aussi pas de carton rouge, les stadiers ont refusé, même si le tribunal l'a permis, pas de carton rouge, pas de sifflet, etc. Voilà, écoutez, oui, peut-être bide des syndicats, mais enfin... Il faut le dire aussi, bide présidentielle. C'est quand même la première fois depuis très longtemps, je crois depuis le général de Gaulle, qu'un président de la République n'est pas allé sur la pelouse saluer les joueurs, qu'il les a salués dans les coulisses, qu'il a remis la coupe du haut de son estrade, du haut de son siège. C'est quand même assez hallucinant, c'est la première fois. Alors, quand on dit oui, ça n'a pas marché, vous voyez, on attendait à ce que ce soit la bronca la plus totale, évidemment, la bronca n'a pas eu lieu, puisque le président est resté dans les coulisses jusqu'au début du match. Et après les trophées, on avait vu comment ont été remis les trophées dans la coulisse, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on envahisse la pelouse avec le président au milieu. Alors qu'on le veuille ou pas, ça pose un véritable problème qui est tout simple. Pourquoi aujourd'hui le président, ses ministres, la quasi-totalité des ministres ne peuvent pas faire un pas en dehors de l'Élysée ou en dehors des ministères sans avoir casserole, sans avoir des poignées de main très 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 viriles, sans avoir vraiment des admonestations, des insultes, etc. Il y a quand même un petit problème et on a beau dire oui, c'est parce que les mêmes groupuscules, etc., etc. En fait, le problème, il est posé, c'est quoi? C'est un véritable divorce entre une partie de la population, je ne dis pas toute la population, entre une partie de la population, parce qu'il n'y a pas que les Black Blocs et compagnie, et leur gouvernement et leur pouvoir. Et franchement, il y a intérêt à ce que l'apaisement se fasse, parce que si ça continue à être la politique de « je fais ce que je veux, et si vous n'êtes pas content, eh bien retournez chez vous », ça peut pas marcher, ça peut marcher, mais jusqu'à quand? Après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excité comme jamais. Je mouille. Il lui arrivait de soulever son t-shirt gris pâle pour exhiber ses seins. Tu as vu comme ils sont gros aujourd'hui? Tu as vu, Oscar? Elle le retirait totalement, dévoilant dans le creux de ses aisselles des petits points rouges comme des piqûres de moustiques. Elle me tournait le dos. Elle se jetait sur le lit. Elle me montrait le renflement brun de son anus. « Tu viens, Oscar ?» Je suis dilaté comme jamais. En disant ces mots, elle avait un visage d'ange. Si elle était folle d'amour, moi, j'étais en extase. Car pour le jeune étudiant dont la pratique sexuelle s'était jusque-là limitée à de sobres figures, rapidement exécutées dans le noir, Julia était une révélation. Elle était la lumière, elle était la vie. « Je viens, Julia, je viens. » Et je la prenais en hurlant des mots que la décence la plus élémentaire m'interdit de consigner dans cette chronique d'un désastre annoncé. Non, ce n'est pas l'émission de Brigitte Lahaut. Là-haut aussi. C'est... Écoutez bien, c'est le livre, c'est les extraits d'un livre de celui qui avait proclamé avec ferveur, il y a quelques mois, ceci. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Eh ben voilà, l'effondrement n'a pas eu lieu, il va bien de trouver d'autres élévations. Oui, c'est Bruno Le Maire, c'est le plus récent livre de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui trouve le temps, et j'en ai marre de tous ces esprits grincheux, il dit mais comment il trouve le temps d'écrire 2 bouquins alors qu'il est ministre de l'économie et des finances? Et alors quand nous avons des esprits aussi brillants, des génies aussi accomplis, pouvez penser qu'il est capable de s'occuper des affaires de la France, de l'économie de la France, des finances de la France, et d'écrire. Mais oui, c'est Napoléon. Mais qu'est-ce que vous croyez, esprit grincheux? Comprenez que nous avons le meilleur gouvernement que la France ait eu. Allez, depuis Napoléon, on peut le dire. Alors voilà, Bruno Le Maire a absolument le droit d'écrire, et d'écrire avec cet érotisme lancinant, cette espèce d'émotion incroyable. Écoutez, on en a eu des frissons. D'ailleurs, je vais appeler Brigitte Lahaut pour lui demander ce qu'elle en a pensé. Enfin voilà, c'était Bruno Le Maire, c'était le gouvernement dans ses œuvres. Et je ne parle pas de Playboy. Je ne parle pas de Playboy de Marlène Schiappa. Voilà, mais écoutez, chacun ses occupations et les Français jugeront. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Serge Abad-Galardo, ancien franc-maçon, pour son livre Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses aux éditions Artege, et Sylvain Zegni, premier vice-président de l'obédience maçonnique, le droit humain. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors bonjour Serge Abad-Galardo, bonjour à Sylvain Zegni. Justement un sujet là qui est nettement plus sérieux, mais il faut justement alterner. Hein, nous alternons toujours dans l'émission. La franc-maçonnerie, évidemment, on ne va pas parler de toute la franc-maçonnerie, il nous faudrait des heures. On ne va pas raconter l'histoire de la franc-maçonnerie, mais c'est très intéressant. J'ai reçu donc le bouquin de Serge Abad-Galardo, Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses aux éditions Artege. Et Serge Abad-Galardo, je rappelle que, alors vous êtes un ancien haut fonctionnaire territorial. Je rappelle, vous le dites, que vous avez passé plus de 20 ans au sein des loges maçonniques du droit humain, qui est une obédience mixte internationale. On en parlera. Vous avez occupé des postes d'officier, y compris ce vénérable maître. Et puis, vous êtes revenu à la foi chrétienne en 2012, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et vous faites un livre quand même qui est un sacré procès à charge contre, en tout cas, cette franc-maçonnerie-là. Et Sylvain Zegni qui est là, justement, et c'est pour débattre. Et nous sommes, comme vous le savez, ici, totalement pour le débat, qui aussi réagira. Mais je voudrais d'abord vous demander, Serge Abad-Galardo, pourquoi ce livre et pourquoi vous avez éprouvé le besoin d'écrire ce livre qui est quand même très, très fort. Après, je ne prends pas parti, mais dites-moi. Bien, écoutez, j'ai écrit ce livre pour une raison essentielle. Oui. C'est que la franc-maçonnerie est très, très mal connue par le grand public, Oui. et pour cause. Nous savons tous ce qu'il en est du secret maçonnique qui prétendument n'existerait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'appartenance de nombreux politiques à la franc-maçonnerie est mal connue. Alors, elle est connue si on cherche un petit peu, mais ça n'est pas évident. Mais, pardon, excusez-moi, Serge Abad-Galardo, vous parlez, vous, des politiques, mais on peut dire juste comme ça d'emblée que aussi bien des professions libérales, des magistrats, des policiers, enfin, oui. Par toute la société, un peu. Oui. Voilà. Votre réflexion me donne l'occasion de dire que je témoigne, et je ne suis pas le seul, puisque je reprendrai par exemple l'expression de monsieur Keller, qui était grand maître du Grand Orient. Les ouvriers, les employés, sont extrêmement sous-représentés en franc-maçonnerie. On trouve généralement des professions libérales, comme vous l'avez dit, des magistrats, beaucoup d'enseignants, ce qui me laisse à penser que la franc-maçonnerie possède un caractère relativement élitiste. Et alors, Voilà. oui, vous dites vous-même, d'ailleurs, sur le fond, vous dites vous-même que quelque part c'est une religion, vous le dites dans votre livre. Ah ben, écoutez, je suis arrivé à cette conclusion de plusieurs manières. Oui, dites-moi. La première chose que je dois vous dire, c'est que je témoigne de ce que j'ai compris, mais le témoignage est toujours subjectif. Donc je tiens à confirmer ce que j'exprime par mon témoignage, par des écrits, notamment des écrits qui ressortent soit des rituels, soit de textes maçonniques, qui sont généralement reconnus comme des textes ou fondateurs ou de référence. D'accord. Donc, juste sur ce point, je ne sais pas si mon contradicteur, avec qui je compte débattre le plus sereinement possible, sera d'accord sur ce point, mais je ne suis pas un spécialiste, mais les spécialistes des sciences des religions établissent plusieurs critères qui permettent de définir que nous sommes en présence d'une religion lorsqu'on est en face d'un phénomène de groupe avec des pensées communes, etc. Le premier critère, c'est l'existence d'un idéal commun. Oui. Donc, que l'on soit devant une obédience déiste ou laïque, eh bien, cet idéal commun me semble être pour le moins la recherche du bonheur de l'humanité grâce à la lumière maçonnique, en tout cas par l'action de la lumière maçonnique. D'accord. Direct ou indirect. Le deuxième critère, c'est l'existence de rites et de troisième, cérémonie. Ça existe en franc-maçonnerie, c'est indiscutable. Bien sûr. L'existence d'adeptes, ce sont les francs-maçons, et le lien entre les francs-maçons.
qui est, par exemple, de 2 fois par mois, de manière obligatoire. Indépendamment des spécialistes des sciences de religion, vous avez les constitutions d'Anderson qui ont été rédigées notamment par un pasteur presbytérien, donc quelqu'un qui connaît le sens du mot religion et qui nous parle dans l'article 1er de cette religion maçonnique. Et le dernier point, c'est que Oswald Wirth, qui n'est pas le premier venu dans le domaine de la connaissance maçonnique, puisqu'il a écrit de nombreux livres de référence, qui nous explique et qui s'adresse aux francs-maçons, ayons le courage de nous dire religieux. Voilà, donc rien que sur ces 3 points, sans faire de jeu de mots avec la philosophie maçonnique, eh bien on s'aperçoit qu'on est en présence de quelque chose qui ressemble fort à une religion. Et vous dites bien une religion et pas une secte, Serge Abad Gallardo. Non, je ne me permettrai jamais de qualifier la franc-maçonnerie de secte. Alors, les francs-maçons, généralement, vous expliqueront que la franc-maçonnerie n'est pas une secte, parce que contrairement à ce qui se passe dans une secte, on y entre difficilement et on en sort très facilement. Et moi, je note qu'en tout cas, en France, il n'y a pas de définition légale de ce qu'est ou ce que n'est pas une secte. Les tribunaux se refusent à se prononcer sur ce point. Seule la Miviludes peut donner une appréciation, et je ne sache pas que la Miviludes ait qualifié la franc-maçonnerie de secte. Donc je ne me risquerai pas sur ce terrain. Merci. On va prendre juste une petite pause et ensuite nous allons écouter effectivement Sylvain Zegni, et puis le débat s'engage. Et puis nous allons effectivement approfondir. Comme vous dites, beaucoup d'auditeurs ne savent pas ce que c'est vraiment la franc-maçonnerie, et donc c'est une bonne occasion d'en parler. Et le sujet de la franc-maçonnerie vous interpelle, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission et poser vos questions. On vous attend, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sylvain Zegni, vous êtes premier vice-président de l'obédience maçonnique, le droit humain. On va en parler. Vous avez lu le livre de Serge Abad Gallardo, qui lui aussi était l'ancien du droit humain, qui vient d'écrire Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses. Vous avez lu le livre, qu'en pensez-vous? Alors, je dirais que ce qui m'a fait d'abord beaucoup rire, c'est les liaisons dangereuses, puisque Chaudereau de Laclos était franc-maçon, d'ailleurs Serge Abad le dit, et qu'il a créé un chapitre, la candeur. Alors moi je dirais que c'est peut-être ce qui m'a frappé le plus, c'est peut-être un peu une candeur dans ce livre, bon, qui reprend d'une certaine manière une tradition anti-maçonnique, avec des auteurs qui sont cités, comme Maurice Talmer, qui a été membre de la Ligue anti-maçonnique de France et de l'Action française, et plein d'autres. Donc une tradition anti-maçonnique. Mais le ton de l'ouvrage est plutôt ouvert. Et il faut le reconnaître. Certes, il y a effectivement des choses avec lesquelles je serais en total désaccord avec... Comme par exemple Oh, bah, il y a beaucoup de choses, si vous voulez. En citant un ou deux exemples. En total désaccord, par exemple, la référence au monde luciférien ou à l'androgynie de la franc-maçonnerie qui se serait mêlée du mariage pour tous pour avoir été, à l'époque, favorable au mariage pour tous, pour moi. Je regrettais que mon obédience ne soit pas plus active. Donc, c'est vrai que, voilà, donc il y a un petit peu des choses comme ça, des raccourcis peut-être aussi. Mais le ton est plus ouvert que ce à quoi je pouvais m'attendre. Donc effectivement, c'est un ton posé, voilà. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'éléments. Bon, par exemple, quand on cite Oswald Wirth, bon, c'est très bien, mais aujourd'hui, il n'est plus du tout à la mode. C'est un auteur qui est totalement... mais il fait partie de l'histoire de la pensée maçonnique, mais heureusement pas. Mais est-ce que sur le fond, parce que ce que dit Serge Abad Gallardo dans son livre, mais je vais le laisser évidemment parler, c'est à lui de parler, simplement qu'il y a quand même quelques dérives, enfin, selon ce qu'il considère comme quelques dérives justement par rapport à presque à la woke, à la cancel culture, au transgenre, etc., où la franc-maçonnerie s'aventurerait, et même avant, dans des chemins escarpés, selon lui. Non, là-dessus, sur tout ce qui est idéologie woke et genre, je crois qu'on en est effectivement très très loin, très éloigné dans la plupart des obédiences. En tout cas, au droit humain,
Je crois que j'avais écrit un texte qui a été publié d'ailleurs sur un site de Mediapart, en tout cas repris. Je pense qu'il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sœurs et des frères qui peuvent prétendre à ça. Mais Serge Abad Gallardo, vous avez été effectivement 20 ans franc-maçon, grand maître. Au fond, quels sont les principaux reproches que vous faites à la franc-maçonnerie, disons, dans ses rapports avec la politique? C'est le sujet de votre livre. Cette espèce d'approche, c'est complicité, c'est conflit d'intérêts, allez, j'allais dire capitalisme de connivence, mais pas capitalisme, idéologie de connivence. Dites-moi. Alors, je ne sais pas si le terme de reproche est approprié, mais en tout cas, je parlerai de marqueurs qui peuvent poser problème et qui sont, reliés avec la notion de secret. Alors, je reprendrai par exemple une expression d'Alain Bauer, donc je pense que c'est pas quelqu'un de contestable, puisqu'il a été grand maître du Grand Orient. Oui. Et Alain Bauer pense ce que je pense également. À savoir qu'il y a souvent, il le dit dans une interview, je ne sais plus quel hebdomadaire, mais je sais quelque part, il y a souvent une limite extrêmement ténue entre le devoir d'entraide maçonnique, qui est tout à fait louable, et, le délit d'initié sans jeu de mots. Ouais, c'est-à-dire que parfois on s'est aperçu, alors je citerai, je n'aime pas donner de noms, notamment de noms de francs-maçons, mais je citerai par exemple un ancien ministre de la Justice qui a été mis en cause pour avoir mis en garde un autre homme politique qui n'était pas de son parti, mais il se trouve que tous les deux étaient francs-maçons. Eh bien, ce ministre l'a mis en garde sur une procédure judiciaire à son encontre. On peut supposer que c'est le lien maçonnique qui a causé cette connivence. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui est gênant. Le deuxième point, c'est que, moi, il me semble que lorsque je vote, lorsque tout un chacun vote pour telle ou telle personne, en fonction de sa couleur politique, ce qui est encore une fois là aussi totalement louable, on a tout à fait le droit d'être de gauche, de droite, du milieu ou de rien du tout, eh bien, elle s'attend à ce que cette personne puisse représenter les idées du parti dont elle se revendique. Or, il y a ce que l'on appelle, enfin, ce qui s'appelle du moins la fraternelle parlementaire, qui est un groupe informel et relativement secret de francs-maçons au Parlement, dont l'un des présidents, des anciens présidents, pardon, expliquait que s'il arrivait à jouer son rôle de président de cette fraternelle parlementaire, eh bien les francs-maçons députés et élus parlementaires de gauche comme de droite voteraient ensemble. Ça me paraît gênant. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à écrire ce livre, parce que je ne suis absolument pas contre le fait qu'on puisse être franc-maçon et homme politique, comme on peut être tout à fait profane et homme politique. Ce qui est gênant, c'est que il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts. Opposé à la notion de secret. Cette notion de secret est préjudiciable, me semble-t-il, à une transparence totale de l'action politique de certaines personnes qui, par ailleurs, appartiennent à la franc-maçonnerie. Oui, mais se pose ce que vous posez une question qui est une vraie question, qui est une question grave, importante, c'est le conflit d'intérêts. Est-ce qu'on fait passer, si je suis par exemple député dans tel parti, mais j'ai un frère qui est dans l'autre parti, qu'est-ce que je fais passer en premier? Serge Legny, quand même, c'est une vraie question, ça. Sylvain, Serge, pas encore, mais bon. Non, c'est pas vraiment une vraie question. Il y a la question d'amitié, la question d'amitié fraternelle, et le plus souvent, quand la fraternelle joue un rôle, c'est souvent sur des questions éthiques ou morales. C'est-à-dire qu'effectivement, sur des projets économiques comme la retraite, etc., bon, et très clairement, il y a la droite, la gauche, le centre, ça ne joue pas. En revanche, effectivement, sur des lois qui sont plutôt des lois sociétales, etc., la peine de mort, par exemple, ou autre, ça a pu jouer un rôle, effectivement, parce que des députés, etc., partagent une conviction humaniste et effectivement vont peut-être se réunir ou essayer d'arrondir les angles avec entre partis différents. Ouais. Mais ils se seraient sans doute retrouvés en tant qu'humanistes, même sans appartenir à la franc-maçonnerie.
Mais il ne faut pas exagérer le rôle de la fraternelle aujourd'hui, le rôle de la fraternelle qui comprend à la fois des députés, des sénateurs, mais aussi des administrateurs du Sénat ou de l'Assemblée nationale, etc. Ouais. Il est aujourd'hui minime. Hein. Alors, bon, certains le regretteront. Moi, je ne suis pas un chaud partisan des fraternelles, mais bon, j'estime que la franc-maçonnerie, ça se passe en loge, et quand on fait le même métier ou autre et qu'on se réunit, bah, c'est pas forcément le... Et là, je rejoins Alain Bauer là-dessus, c'est pas forcément le meilleur des trucs. Hein, oui, mais vous voyez, même Alain Bauer dit qu'il y a un lien ténu entre le délit d'initié et la fraternité maçonnique. Alors, là où ça peut servir, effectivement, c'est comme instrument de progrès ou de dynamique, ou des hommes qui n'ont pas... pouvoir. De progrès, de progrès. Ouais. Ensuite, effectivement, il y a le vice inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, l'affaire que cite Serge Abad-Galardo, bon, entre deux hommes qui se... Là, effectivement, c'est préjudiciable. Parce qu'on fait passer, effectivement, une amitié, etc. Bon. J'espère que c'est rare. Voilà. Maintenant, l'histoire de la fraternelle, c'est effectivement une histoire qui est compliquée, elle a eu une très grosse influence à une époque, aujourd'hui nettement moins. Mais il est vrai que quand une loi a du mal à passer et qu'elle va dans l'intérêt commun, etc., et humaniste, bah, les francs-maçons ont, de temps en temps, ça peut aider à faire passer une loi. On va en parler juste après cette petite pause et on va continuer ce débat passionnant. Le monde de la franc-maçonnerie vous intéresse, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sylvain Guegni, premier vice-président de l'obédience maçonnique, le droit humain, face à Serge Abad-Galardo, ancien franc-maçon, qui vient d'écrire « Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses » aux éditions Artege. Alors effectivement, Serge Abad-Galardo, votre livre pose un certain nombre de questions. Alors au-delà effectivement du délit, enfin, entre guillemets, du délit d'initié, du secret, qu'est-ce que aussi vous reprochez à la franc-maçonnerie en général et celle que vous avez connue en particulier? Écoutez, tout d'abord, je veux dire qu'il n'y a pas que du négatif en franc-maçonnerie. Hein. Il y a d'abord des francs-maçons extrêmement sincères, et je pense que mon contradicteur en fait partie. Il y a des francs-maçons qui sont tout à fait respectables, alors que dans d'autres groupes, peut-être, on peut s'étonner de voir des gens qui prônent une chose et agissent dans le sens contraire. Ce qui me gêne beaucoup, c'est... bon, je ne reviendrai pas sur la question de Lucifer, parce que ce n'est pas le débat, mais il se trouve que quand j'en parle, je cite des textes purement maçonniques qui font l'éloge du serpent de la Genèse et qui considèrent que Dieu oppresse les hommes alors que le serpent les libère. Bon, c'est le premier point. Ça, c'est les laïcards et pas les déistes, hein, c'est ça. C'est différent, voilà, effectivement. Les déistes, c'est autre chose. Bon, c'est pas le thème de votre réunion, donc je ne l'aborderai pas. Voilà, revenons à la politique. Sauf sur un point, c'est que les obédiences déistes font référence au grand architecte de l'univers, dont je démontre, sur la base d'un texte d'un ancien grand maître de la Grande Loge nationale française, obédience déiste par excellence, qu'il ne s'agit absolument pas du Dieu des chrétiens. Donc, cela étant posé, ça n'est pas une question de reproche, mais je trouve un peu gênant que la franc-maçonnerie se positionne comme le camp du bien et que elle se situe comme une des seules un des seuls groupes capables d'apporter le bonheur de l'humanité sur Terre, et cela de manière comment dire, alors je sais que parfois la franc-maçonnerie parle de discrétion plutôt que de secret. En tout cas, même si c'est discret, ça veut dire qui sait garder un secret. Donc il y a une façon subreptice d'intervention dans la société qui me paraît peu conforme avec la démocratie complètement transparente. Sur le problème de l'intervention de la franc-maçonnerie, je partagerai, vous me permettrez de ne pas partager le point de vue de mon contradicteur sur l'innocuité de la fraternelle parlementaire et de la franc-maçonnerie au sein des assemblées. Je ne prendrai qu'une citation, un franc-maçon et homme politique très connu,
Vous pouvez citer des noms, hein, vous pouvez citer des noms. Hein. Ah, mais oui, de toute façon, non, mais que les choses soient tout à fait nettes. Je ne cite dans mes ouvrages et conférences que les noms de francs-maçons qui se sont déclarés comme tels. Donc je ne fais absolument pas de délation, ça n'est pas mon style. Alors, qui était cette personne-là que vous... Alors, c'est Henri Caillavet, qui, avec le président du Conseil, Paul Ramadier, également franc-maçon, nous explique, je cite, « Pour faire passer en loi les idées réformistes à l'Assemblée, il va falloir construire un cheval de Troie. L'idée était de pouvoir transformer en loi un certain nombre de nos idées. » C'est bien une sorte d'introduction de la pensée maçonnique, dont on a vu tout à l'heure qu'elle est une religion, et je pose la question de la référence à la loi de 1905, dans le système politique. Nous avons également Fred Zeller, qui est un ancien grand maître du Grand Orient, qui nous explique que les francs-maçons des divers hommes politiques, Mitterrand, Servan-Schreiber, De Gaulle, etc., nos frères parlementaires, alors je le cite de mémoire, nos frères parlementaires sont chargés de transporter jusqu'au Parlement les données élaborées au sein de nos ateliers. Alors je veux bien croire, comme disait le vice-président du droit humain, que c'est par souci d'humanisme, c'est par souci d'apporter une amélioration à la condition humaine, mais je crois que nous sommes en démocratie et que le peuple est capable de savoir ce qui est bon ou pas bon pour lui. Nous en avons un exemple aujourd'hui où nous avons un gouvernement qui va passer une loi, alors je ne me prononce pas sur le bien fondé ou pas de la réforme de la retraite, mais en tout cas ce que je note, c'est factuel. Nous avons 70 à 80% de la population qui est contre, mais malgré tout, on passe sur cette réforme. Et la franc-maçonnerie, me semble-t-il, agit de manière quelque peu solitaire. Alors, justement... là j'aimerais quand même répondre, parce que aujourd'hui, on parle effectivement d'une époque où, au début de la Troisième République, à l'époque où les partis n'étaient pas structurés, etc., et où le parti républicain, ou le parti de la République était morcelé, la Fraternelle a permis effectivement, avait un gros bloc de députés, a permis effectivement de faire passer un certain nombre de lois. Je dirais, voilà. Ensuite, après le Front populaire, ça a nettement baissé. Dans les années 50, il y en avait encore. Aujourd'hui, je ne voudrais pas me tromper, mais si on a 70 députés à peu près, 70 députés et sénateurs, c'est bien le grand mot. Donc, c'est plus un moyen. Et il y a aussi d'autres lobbies. Je pense aux églises, je pense aux industriels, etc., qui interviennent auprès des députés. Vous voulez dire c'est un lobby comme un autre, soyons clairs. Je dirais que c'est une force d'influence comme une autre est plutôt moins efficace que d'autres. On en parle au Parlement français, mais si vous allez à l'échelle européenne, les églises sont nettement plus influentes que la franc-maçonnerie, très divisée et qui est incapable d'influencer l'Union européenne. Quant au secret, je pense qu'il faut vraiment dire les choses. Il y a le secret, le secret marketing, ça existe depuis le début de la franc-maçonnerie. Vous dites que c'est secret, qu'il se passe des choses bizarres, forcément, vous attirez du monde. Et vous pouvez même lâcher quelques révélations. Une des premières révélations maçonniques, on soupçonne fortement qu'elle ait été faite par une loge anglaise pour faire voir un petit peu ce qui s'y faisait et ramener du monde. Donc il y a le secret marketing, si j'ose dire. Plus c'est secret, plus on en parle et on attire du monde. Enfin, il y a le secret des rituels, il n'existe plus parce qu'aujourd'hui, on peut tout trouver. C'est surtout le secret d'appartenance qui est là mis en cause. Parce que tout ce qu'on veut savoir sur la franc-maçonnerie, on peut le savoir. C'est le secret d'appartenance. Ensuite, c'est à chacun, c'est un secret personnel. Mais Sylvain Zegni, juste la question que posait, encore une fois, Serge Abad Gallardo, est-ce que, effectivement, vous dites qu'il y a les devises partout, et Dieu sait qu'on le sait, mais est-ce que, c'est un vrai problème qui est là, est-ce que le fait d'appartenir à telle ou telle fraternelle, ou telle et telle appartenance, ou à telle ou telle, loge ou obédience, fait que quelqu'un sera tenté d'aider, comme de se faire aider par quelqu'un en disant voilà, vous savez, non mais c'est la nature humaine, hein, encore une fois, voilà, mais écoute, est-ce que tu peux m'aider dans telle ou telle chose? Mais pas plus que les anciens d'HEC.
Pas plus que les anciens HEC. Est-ce que c'est au même niveau? Non, mais je pose la question. C'est même encore pire, parce que les anciens d'HEC, ils ont d'excellentes positions. Non, simplement, effectivement, il y a une fraternité, il y a de l'entraide, comme tout membre d'une fraternité, quelle qu'elle soit. Vous êtes ancien d'une école, vous êtes dans une église, vous êtes en franc-maçonnerie ou dans une association, bah, vous aidez effectivement dans la limite. Là où ça peut dépasser, c'est si effectivement le secret aboutit à une aide pour échapper à la justice ou à la police, etc. Légal, oui. Mais bon, puisqu'on parle de secret, le secret de la confession a aussi permis à un certain nombre d'ecclésiastiques d'échapper aux sanctions, et on l'a vu avec un récent rapport. Donc le secret, il est toujours, moi je le dis honnêtement, le secret est toujours quelque chose de très ambigu. Parce qu'effectivement, on protège son intimité, mais également, ça peut amener à des actions. Et la franc-maçonnerie, comme toute organisation, n'est pas vertueuse par principe. Hein. On va absolument, et ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On va en parler avec nos auditeurs, les auditeurs de Sud Radio qui sont là et qui ont des questions à vous poser à tous les deux. Vous nous appelez au 0826 300 300. On accueille Jean-Pierre de Cahors. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Monsieur Gallardo, c'est ça, si j'ai bien entendu le. Voilà. Et par contre, j'ai pas entendu le nom. Monsieur Zegni. Monsieur Zegni. Voilà. Donc en fait, écoutez, moi j'appelais parce que je pense quand même que ça devrait se passer un petit peu comme aux USA ou comme en Angleterre, que les francs-maçons devraient se déclarer officiellement. Et comme ça, je pense que ça tuerait tout problème de suspicion, d'affairisme ou autre chose comme ça. Oui, Sylvain Zegni. Oui, attendez, Sylvain Zegni, ou genre, vous voulez répondre, Serge Gallardo? Écoutez, oui, si vous me donnez la parole, je veux bien, je vous en remercie. À l'époque où j'étais franc-maçon, j'étais déjà opposé à cette notion de secret, parce qu'elle me semble préjudiciable avant tout à la franc-maçonnerie. Voilà, soit il n'y a pas de secret, et à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on conserverait cette discrétion secrète. Soit il y a un secret, et à ce moment-là, il vaut mieux l'expliquer et l'avouer. Bon, j'ai écrit un livre sur le thème. En ce qui me concerne, il y a un secret. Donc je pense par exemple qu'il est bien sûr multiforme. Un des aspects du secret, c'est la lutte de la franc-maçonnerie en général, y compris des loges déistes par des moyens qui sont un peu différents que les moyens des loges laïques. C'est la lutte contre l'Église catholique. Par exemple, ça n'est pas exprimé, si vous voulez. Lorsque vous rentrez en franc-maçonnerie, on ne vous dit pas franchement, nous sommes opposés ou nous sommes en opposition avec la morale divine. Vous voyez, donc ça fait partie du secret, mais je l'explique de manière plus complète dans un autre ouvrage. Alors bon, j'aimerais quand même réagir à ça, mais bien sûr. On est sur deux registres différents. Nous avons affaire avec Serge à un croyant, et il défend ses idées, c'est très bien. Nous, la franc-maçonnerie, de manière générale, elle est basée sur l'individu et la liberté individuelle. En ce sens, toutes les obédiences sont adogmatiques, même les déistes. Elles n'ont pas de dogme affiché ou de préférence pour une religion ou pour une autre. Donc, d'un côté, effectivement, on a une Église catholique qui défend ses fondamentaux et ses dogmes. Pas de problème, elle le fait. De l'autre côté, on a effectivement des associations qui prônent la liberté individuelle, la liberté de conscience et de choix. Donc, il est évident que quelqu'un qui serait très religieux et qui, effectivement, obéirait aux principes, aux canons de l'Église catholique ou de toute autre organisation religieuse, se trouverait mal en franc-maçonnerie, puisqu'on lui demanderait. Je me suis dit, juste un mot, je vous parle à tous les deux. Hier, je discutais avec quelqu'un, je ne dirais pas encore, je me suis laissé dire, mais dites-moi qu'il y a des prêtres francs-maçons. Oui, bien sûr. Ce qui est quand même intéressant, là, par rapport à votre discussion. Alors, il y a des prêtres, et même plus élevés. Vous voulez dire même les évêques? Non, mais... Je ne dis rien, mais oui, il y en a eu. Et oui, le dernier, enfin bon, passons. Il y a des pasteurs, il y a des rabbins. Ouais.
Alors, des imams. Justement, Serge Abad-Galardo, vous voyez, là c'est intéressant parce que au fond, il y a d'un côté cette division, effectivement, Église catholique, enfin, et toutes les autres églises, et franc-maçonnerie. Mais moi, j'ai appris ça, j'avoue, je ne savais pas du tout, j'ai appris ça hier, vous me le confirmez, et je ne sais pas, donc est-ce qu'il n'y a pas quand même des terrains de rencontre ? Ah, mais il y a toujours des terrains de rencontre entre personnes de bonne volonté. Et aujourd'hui, il y a des points sur lesquels je suis d'accord et d'autres avec lesquels je suis en contestation par rapport à mon contradicteur. Je crois que nous sommes sur Terre pour parler ensemble, peut-être pas le même langage, mais ensemble. En tout cas, vous êtes là pour parler ensemble, vous le faites. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, bon, je mets de côté la question des prêtres parce que, compte tenu justement de la notion de secret, on n'arrivera jamais à savoir. Moi, en tout cas, je n'en ai jamais rencontré en 24 années. Ouais. Il y a des prêtres qui se trompent de chemin, d'accord. Lorsque vous faites partie d'une institution qui s'appelle l'Église, qui vous interdit d'aller dans une autre qui s'appelle la franc-maçonnerie, si vous rentrez en franc-maçonnerie, vous êtes dans une sorte de comment dire, schizophrénie spirituelle. Sur la question du dogme, il y a une chose quand même, il y a une question que je voudrais poser au vice-président du droit humain, qui connaît d'ailleurs bien mieux que moi le rite écossais ancien accepté, qui est le rite pratiqué par le droit humain. L'obédience du droit humain et la franc-maçonnerie en général, puisqu'elle pratique toutes les obédiences pratiquent également le REA. Rite écossais ancien accepté. Rite écossais ancien accepté n'est pas adogmatique. Alors, premièrement, il y a des dogmes qui ressortent de manière implicite. Le dogme de l'adogmatisme qui permettrait de trouver le chemin de la vérité, par exemple, c'en est un. Le dogme d'Hiram, le dogme de l'identité du microcosme et du macrocosme, qui est démenti. Mais la question que vous vouliez poser, c'est quoi ? Eh bien, est-ce qu'il ne retrouverait pas, justement, dans les exemples que je viens de citer, une forme de dogmatisme, et en particulier dans les 7 vérités gnostiques que l'on trouve au 28e degré du rite écossais et accepté, qui sont d'une sorte c'est une liste de dogmes auquel il faut adhérer. Alors, cette adhésion obligatoire, je n'en témoigne pas personnellement, parce que c'est un degré que je n'ai pas atteint, mais une certaine Irène Mingui, qui me paraît être un auteur de référence, puisque je crois qu'elle est responsable de la bibliothèque maçonnique de France, ou quelque chose d'approchant, pardonnez-moi si je n'ai pas la référence exacte, mais elle nous explique bien que ce sont des dogmes auxquels il faut adhérer. Voilà. Donc, moi, la maçonnerie adogmatique, j'avoue franchement que je n'y crois pas. Alors, Sylvain Zegni. Alors, quand on parle de dogme, il faut bien voir ce que c'est. Dans nos rituels, le rituel du 28e degré, effectivement, vous en avez parlé. Bon, on pourra aussi parler du rituel du 26e degré, où on monte de ciel en ciel, d'ailleurs, avec un certain nombre d'acrobaties. C'est dogme ou pas dogme ? Non, c'est pas du tout des dogmes. En fait, quand vous parlez d'Hiram, par exemple, c'est pas un dogme. La franc-maçonnerie, elle aide à développer et elle réfléchit sur des choses où d'autres réfléchissent. Les églises aussi. Le sens de la vie, de la mort, de la justice, de l'amour, etc. Et on le fait à partir d'analogies. D'analogies avec des récits qui sont des récits, puisque la franc-maçonnerie est née dans un contexte judéo-chrétien, qui sont des récits empruntés au Nouveau et à l'Ancien Testament, bien sûr. Remodelés, etc., pour les besoins de la cause. Et c'est censé faire réfléchir tout franc-maçon. Les francs-maçons pensent tous d'une manière différente. Moi, j'en connais qui, sur Hiram, vous disent... le salaud d'Hiram, c'était un mauvais patron, il a été assassiné par ses ouvriers, tant mieux. Et puis d'autres qui vous diraient, au contraire, Hiram, c'est le bien absolu, c'est l'équivalent du Christ, vous voyez, il a été pourchassé par les méchants. Je voulais dire que les opinions sont diverses. Les opinions sont très diverses, et elles sont à la limite recevables, même si certaines me paraissent plus fantaisistes que d'autres. Le rite écossais ancien accepté, il est pratiqué par diverses obédiences, mais de diverses manières. Au droit humain, par exemple, nous ne sommes pas obligés de mettre nos travaux sous l'autorité du grand architecte de l'univers. Certaines loges le font, d'autres pas. Oui. Voilà. Donc c'est une diversité. C'est une diversité de maçonnerie. Et surtout, il faut bien se rendre compte que les maçons sont des hommes libres et qui sont des interpréteurs, en quelque sorte. Quand je parlais des ecclésiastiques tout à l'heure, la plupart appartiennent plutôt à les libérales de leur confession. C'est-à-dire, effectivement, les gens qu'on trouve sont plutôt des protestants libéraux, des rabbins plutôt libéraux, etc. En revanche, effectivement, les ailes moins libérales sont effectivement moins tentées. On se retrouve juste là et on va
reprend des auditeurs. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite pour vous donner la parole au 0826 300 300 pour ce débat sur la franc-maçonnerie. On ira à Clermont avec Nathalie. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états, dans le face-à-face d'André Berkov avec Serge Abad-Galardo pour son livre Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses, et Sylvain Zegni, le premier vice-président de l'obédience maçonnique, le droit humain. Vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Nathalie de Clermont. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Je tenais déjà à vous remercier pour vos émissions qui sont plus que pertinentes. Merci. Merci Nathalie. Dites-moi. Alors, en fait, je voudrais intervenir sur 2 points. Oui. Vos invités ont parlé de discrétion. Et en fait, peut-être à un niveau un peu plus modeste, on s'aperçoit, de par des relations, enfin des personnes que l'on connaît, qu'on connaît beaucoup de personnes qui se disent de la franc-maçonnerie. Vous voulez dire qu'ils vous en parlent, quoi. Vous n'êtes pas franc-maçonne vous-même, vous n'êtes pas... Non, du tout, du tout. Mais voilà, des personnes qui le disent, oui, d'accord. Voilà, qui le disent, bon, un tel est franc-maçon, ou je suis franc-maçon. Et effectivement, ces personnes, de par peut-être des situations, des problèmes, proposent leur aide. À bon ou mauvais escient. Ah oui, vous voulez dire, si j'ai bien compris, je suis franc-maçon, etc., je peux vous aider, c'est ça? Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, bon, au niveau de la discrétion, donc moi je pense que c'est un peu particulier. Un peu spécial, oui. Voilà. Et bon, pour certaines situations, il y a eu certaines situations qui sont revenues à mes oreilles. Il y a des interventions qui sont un peu particulières. Ma deuxième question est toute simple, je pense que vous l'avez évoqué, c'est pourquoi n'y a-t-il pas d'ouvriers ou d'employés qui font partie de la franc-maçonnerie? Parce que c'est très très rare, me semble-t-il. Oui. Qui veut répondre? Alors moi je veux bien répondre. Oui. Alors il est vrai qu'aujourd'hui les ouvriers sont relativement peu nombreux. Ils n'ont jamais été vraiment très nombreux en franc-maçonnerie. Il se trouve qu'au droit humain ils étaient à l'origine assez nombreux. Et c'est vrai que la franc-maçonnerie ça coûte cher, il faut le dire. Ça coûte cher. Ça coûte cher, pourquoi? Parce que assister au... Alors, il y a effectivement, quand on est une obédience, il y a un droit d'entrée qui, chez nous, avoisine 150 €, quoi, globalement. Oui. Donc, c'est quand même relativement cher. Et puis ensuite, bien, effectivement, vous avez des locaux à entretenir, etc. Donc, ça peut monter très vite, effectivement, à des sommes assez importantes. Et donc, effectivement, du même coup, il y a cela. Et puis, il y a la tradition ouvrière aussi. La tradition socialiste, ouvrière, a été, à une époque assez proche de la franc-maçonnerie, mais à partir de la date des premiers syndicats en France et du développement du socialisme, avec la SFIO, etc., mais aussi avec le Parti communiste. Je rappelle que le Parti communiste, il y avait une condition de non-appartenance à la franc-maçonnerie, donc il était interdit aux communistes d'adhérer à la franc-maçonnerie, société bourgeoise. Donc, il y a toujours eu une méfiance du mouvement ouvrier depuis la fin du 19e siècle, etc., à l'égard de la franc-maçonnerie. Supposé, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est aussi un élément. Quant à l'aide, moi, des francs-maçons qui se déclarent francs-maçons et qui disent « je peux vous aider », moi, je les vire tout de suite. Non, mais ça existe, monsieur, je suis désolé. Non, mais que ça existe, que ça existe, je veux bien qu'il y ait mais vous ne pouvez pas dire que c'est généralisé dans la franc-maçonnerie. On va en parler à Serge Abad-Galardo, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, moi je témoigne de l'entraide que j'ai pu apporter à certains frères ou certaines sœurs. Je témoigne de certaines entraides dont j'ai pu bénéficier, même si je n'ai jamais été un carriériste. L'argument financier me paraît, si vous me permettez, de vous contredire, monsieur, pas très pertinent, parce que, j'ai quitté la franc-maçonnerie il y a une douzaine d'années, la cotisation annuelle était de l'ordre de 300-350 francs, euros, excusez-moi. On était déjà en euros. J'ai fait partie des hauts grades, donc il y a un peu plus à payer. Bon, disons que globalement, avec 50 € par mois, vous adhérez à la franc-maçonnerie, ce qui est pratiquement ce que vous payez dans un club de sport. Je voudrais juste revenir sur... Je ne vais pas faire une querelle de chiffres, parce que nous ne sommes pas des hommes politiques, et je pense que nous ne partirons pas sur cette conception ridicule de la discussion, mais je ne suis pas d'accord avec le chiffre qui a été donné de 70
partie francs-maçons élus au Parlement, puisque des chiffres donnés par Bernard Sauger, ancien président de la fraternelle parlementaire, nous parlaient de 400 ou 450 parlementaires, enfin en tout cas membres de la fraternelle, dont 80% sont francs-maçons. Voilà, 450, vous dites. Ah ouais. Oui, à peu près. Donc si je fais le calcul de 80% par multiplié par 400 ou 450, j'arrive à 320. Donc un tiers, si j'ai bien compté, nous avons 900 parlementaires entre le Sénat et l'Assemblée. Si j'ai bien compté, il y a entre 300 et 350 parlementaires francs-maçons. Donc ça, c'est le point sur lequel je voulais intervenir. Je ne vais pas faire une querelle de chiffres ici, mais la fraternelle parlementaire regroupe les parlementaires actuels, des parlementaires à la retraite et des membres du corps des administrateurs et autres qui travaillent au Sénat ou à l'Assemblée. Alors si vous ajoutez effectivement tout cela, ça fait beaucoup. C'est pas seulement les parlementaires en activité. Les parlementaires en activité, aujourd'hui, en fait, il y en a très peu. Alors aussi parce que la franc-maçonnerie, disons-le très clairement, elle ne séduit plus autant qu'elle a pu séduire il y a quelques années ou il y a 10 ou 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle ne séduit plus. Mais ça veut dire qu'on s'adresse quand même à une génération qui est un petit peu... Enfin, je ne sais pas si... Enfin, il se trouve que le président de la fraternelle parlementaire est macroniste, mais bon, vous imaginez bien que la NUPES, c'est pas franchement la franc-maçonnerie, c'est une organisation bourgeoise, etc., comme je l'ai dit. En tout cas... par M. Mélenchon, qui n'est plus membre de la franc-maçonnerie. Qui l'a été. Bon, c'est pas un secret. C'est pas un secret. En tout cas, franc-maçonnerie et politique, vous voyez, ça suscite beaucoup de débats. Merci à vous deux. On reparlera de ce sujet parce qu'on ne peut pas l'épuiser en une émission. Je crois que c'est très intéressant. En tout cas, le débat est posé. On voit très bien les versions, mais en tout cas, il faut le dire, merci d'avoir participé en tout cas transparence sur ce sujet. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci beaucoup à Serge Abad-Galardeau pour son livre Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses aux éditions Artege, et Sylvain Zegni, le premier vice-président de l'obédience maçonnique, le droit humain. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud.